Les régimes totalitaires se sont toujours occupés de l'éducation de leurs administrés afin d'en faire de bons citoyens selon leur idéologie. Il s'agit toujours de créer en l'homme une seconde nature capable de réaliser l'idéal utopique du régime. Ainsi en fut-il des régimes socialistes ou nationalistes, ainsi en est-il de l'éducation nationale sous la République, qui entend faire de nos enfants de parfaits petits libéraux, prompts à tolérer toutes les conceptions du bien les plus opposées et à s'indigner de ce qui ne correspond pas à la doxa du moment, pour toujours voter comme on leur dira et consommer benoîtement leur pain et leur jeu quotidien. Mais alors, si ce n'est pas à l'État de s'occuper de l'éducation de ces sujets, comment concevoir l'école sans la tutelle de l'État, dans un régime qui ne soit pas totalitaire? Comment concevoir le système éducatif de demain dans une perspective traditionnelle, afin de faire émerger de nouveau des hommes et des femmes épanouis, capables de répondre à leur intime vocation pour leur propre bien et le bien commun? C'est ce que nous allons découvrir avec Lionel Devic, qui nous accueille aujourd'hui en Auvergne. Bonjour Maître Devic, Bonjour. Vous êtes avocat fiscaliste au barreau de Paris et cofondateur de la Fondation pour l'école. Pourriez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à fonder cette association? Alors moi je me suis intéressé à la question de l'école sous l'effet de deux constats. Premier constat, c'est celui de voir mes parents au sein de l'enseignement catholique dont j'étais un des bénéficiaires comme jeune collégien en primaire et puis plus tard au secondaire. D'avoir l'impression que mes parents se battaient pour le maintien d'un certain nombre de choses qui soient conformes à une certaine anthropologie réaliste et avec la transmission de la foi qui soit faite au sein des écoles, et d'avoir en fait un recul progressif de ce combat-là en quelque sorte. Premier élément. Deuxième élément, c'est la rencontre avec mon épouse qui était capétienne de lettres classiques et qui me racontait ce qu'elle subissait en formation dans les IUFM, à Créteil en particulier, où moi j'étais sidéré et atterré de voir la façon que l'État utilisait pour former des maîtres, des professeurs, avec un inversement complet des valeurs sur la transmission, sur le rôle du maître, du professeur qui est là pour transmettre. Et c'est une époque où un certain nombre d'ouvrages commençaient à sortir assez violemment critiques sur le système de l'éducation nationale. Je pense notamment au livre qu'avait écrit Rachel Boutonnet, qui était un pamphlet de l'intérieur et qui correspondait tout à fait à ce que mon épouse vivait, me racontait dans ses années de formation et dans sa pratique du début de l'école. Elle a enseigné à Lyon dans des collèges et lycées compliqués. Et donc c'est ces deux aspects-là qui m'ont fait me sensibiliser vraiment au sujet de l'école en me disant on ne peut pas laisser la France, ceux qui ont à cœur de transmettre son héritage, cet amour du pays, les valeurs et les principes qui ont permis que ce pays émerge, eh bien être abandonné comme ça. Donc ça c'est un des éléments de motivation importants. Et un autre aspect à jouer, c'est qu'on m'avait demandé de participer à la création d'un collège libre sur Lyon, donc ce que j'ai accepté de faire comme juriste. On m'en a demandé après d'en prendre la présidence assez rapidement après, et je me suis retrouvé confronté à la réalité du créateur d'école, qui peut se retrouver très seul. Enfin, les équipes peuvent être motivées, mais le partage entre pairs, entre créateurs d'école, entre entrepreneurs qui essayons d'entreprendre dans ce domaine-là est compliqué. Et j'avais rencontré à l'époque une amie qui était à la tête d'une association qui était un petit peu la boîte à outils du créateur d'école, l'association Créer son école, qui avait été créée à l'initiative de SOS Éducation. Et donc en reprenant contact avec elle, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on crée un outil national pour venir en aide financièrement à ces créateurs d'écoles qui, dans leur coin, pouvaient faire des choses très belles, mais
avaient besoin de savoir qu'il y en avait d'autres qui étaient à leur côté, qu'il y ait des mécènes qui étaient prêts à les soutenir. D'où ce projet qui a démarré en fin 2005-2006 de créer une association de préfiguration d'une future fondation reconnue d'utilité publique. Et c'est comme ça que l'aventure de la fondation a démarré, avec cette volonté d'avoir un outil un peu national qui puisse être aussi un outil de plaidoyer, pour ne pas dire lobbying politique, mais plutôt de plaidoyer de la cause des entrepreneurs de l'éducation, qui étaient avant beaucoup des familles et qui venaient souvent aussi de milieux assez identifiés, et, avec une vision de l'école libre qui était devenue, dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains, des boîtes à bac ou des écoles très marquées, très identitaires au plan d'une pédagogie ou d'une confession spirituelle. Et notre constat, que nous faisions déjà à l'époque, c'est qu'en réalité, les entrepreneurs émergeaient dans beaucoup de domaines d'activité, beaucoup d'horizons différents, qu'il fallait accompagner ce mouvement-là. Voilà, c'est ce qui a été à l'origine de la création de la fondation, qui a été reconnue d'utilité publique en mars 2008. Et nous avons demandé à devenir fondation abritante, fondation capable d'abriter en son sein d'autres projets, un peu comme la Fondation de France que nous avons obtenu en 2010, ce qui nous a permis aussi de créer en notre sein différents couloirs, différentes marques pour des actions particulières, pour la banlieue, pour la ruralité, pour les écoles musicales, pour des projets régionaux plutôt dans le sud-ouest, dans le sud-est, dans le nord de la France. Voilà, c'est comme ça que le projet a commencé. C'est ce qui, en tout cas, m'a motivé de mon côté pour y prendre part. Et on a assumé la présidence de 2010 à début 2021. Voilà. D'accord. On a souvent pour habitude de croire que l'éducation n'a été rendue accessible à tous en France que grâce à Jules Ferry, qui a rendu l'instruction obligatoire et gratuite en instituant l'éducation nationale. Pourtant, on chante que c'est ce sacré Charlemagne qui a inventé l'école. Est-ce que vous pourriez nous restituer succinctement l'histoire de l'école en France pour comprendre en fait dans quelle dynamique se pose cette éducation, cette fondation pour l'école? Alors, l'histoire de l'éducation en France, c'est un vaste sujet, et j'irais même dire qu'il faudrait regarder l'école au niveau européen en réalité, parce que c'est une réalité qui a émergé dans des domaines très divers, dans des portions du territoire parfois rattachées à des abbayes. Les bénédictins ont été des créateurs de lieux d'enseignement. Les grandes abbayes civilisatrices ont été des lieux d'enseignement avec beaucoup des logiques de préceptorat qui étaient à l'œuvre à l'époque. Donc retracer l'histoire de l'école en France depuis Charlemagne, c'est un vaste programme. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu un développement progressif de structures d'enseignement à l'initiative, dans une très grande partie des cas, des réalités paroissiales, des églises paroissiales, avec des pasteurs, le pasteur propre, le curé de la paroisse qui avait à cœur de pouvoir, en ayant identifié des profils d'enfants ayant une capacité d'intelligence et à faire autre chose que les travaux manuels, de pouvoir former des petits groupes scolaires, des petits lieux d'enseignement, multiniveaux, multi-âges, avec une façon très artisanale de le faire. Donc l'Église qui a été civilisatrice, entre autres, avec d'autres réalités temporelles, a accompagné toujours ce besoin de pouvoir former une élite, ou en tout cas des personnes qui avaient la capacité d'aller plus loin que de la réplication du travail du père, de la mère, puisque ce qu'il faut bien prendre en considération à travers cette évolution et cette accélération de l'évolution de l'organisation du système scolaire français, c'est d'une part la volonté de le rendre de façon massive, de le massifier. Donc ça, c'est une réalité qu'on voit plus au cours du XXe, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, et à partir des années 60 surtout, avec une massification très importante qui était la suite d'un exode rural important. Mais ce qui a caractérisé l'école, et en tout cas plus exactement l'activité de transmission, pendant de longs siècles, c'était une pratique en fait familiale. La vie de famille, telle qu'on la conçoit aujourd'hui avec la famille nucléaire, un papa, une maman, des enfants, est une réalité en fait anthropologiquement récente, puisque bien souvent c'est tout un village, ou un groupe de famille, où les grands-parents qui éduquaient les enfants, avec une population française extrêmement rurale, avec des métiers manuels, avec
avec donc une façon d'éduquer et de transmettre. Il était naturel que ce soit toute la famille qui participe à cette transmission, qu'il s'agisse soit de la maman, soit de la nourrice, qui était plus ou moins considérée comme appartenant à la famille, qu'il s'agisse du prêtre, du curé de la paroisse, qui était quelqu'un de la famille, puisqu'il avait connu l'éducation des grands-parents ou des parents parfois eux-mêmes. Donc il y avait vraiment une façon de transmettre les connaissances dans un cadre rural, dans un cadre de métairie, de ferme, au contact avec les parents. En fait, l'éducation et l'instruction se faisaient en même temps, avec évidemment, dans ces métiers-là, très répandus en France, une éducation manuelle, une transmission du geste, se faisant dans le cadre de la vie de famille, dans le cadre de la vie de l'atelier, dans le cadre de la vie des champs, dans le cadre... Donc c'est ça qu'il faut appréhender comme réalité, puisqu'aujourd'hui, nous voyons ça avec nos yeux de 2021, avec des yeux, totalement, complètement étrangers à cette réalité aujourd'hui, et ce qui a nécessairement une incidence sur la structuration de l'accompagnement des familles dans l'éducation de leurs enfants. À l'époque, je dirais, les deux membres de la famille travaillaient bien souvent déjà. Aujourd'hui, ils travaillent mais plus ensemble. Voilà, ça c'est une réalité où les familles sont éclatées, où quand des deux parents travaillent, les enfants sont laissés et confiés à l'éducation nationale, ou en tout cas au système éducatif, dans un cadre qui a été massifié, donc avec une incapacité de l'État à faire du sur-mesure, de l'adaptation, puisque si on regarde le nombre des structures scolaires qui existaient au début du XXe siècle, il y avait une offre scolaire beaucoup plus importante, avec beaucoup de petites unités où c'était une famille qui recevait dans sa maison une vingtaine, une trentaine d'enfants. Moi, je sais qu'à Chaville, près de chez moi, on a comme ça une maison qui est identifiée comme ayant été une école d'une famille nombreuse qui accueillait d'autres enfants, avec une pédagogie particulière. Lorsque j'étais à Lyon, il y avait un tas d'anciens petits cours privés auxquels les gens pouvaient confier leurs enfants, avec un enseignement adapté, personnalisé, et la massification étant à l'œuvre à partir des années 60-70, ces réalités-là ont été supprimées, y compris par les structures d'enseignement privé, les structures dites de l'enseignement catholique pour l'essentiel, qui petit à petit, par la nature de la relation entretenue avec l'État, leur a fait supprimer beaucoup de petites réalités scolaires, de petites offres scolaires pour massifier, selon la logique que big is beautiful. Et alors qu'en matière d'éducation, c'est pas du tout forcément vrai. Il y a des très gros bahuts qui arrivent, qui s'en sortent plutôt bien, mais d'une façon générale, pour qu'un établissement reste à taille humaine, il faut arriver à maintenir des réalités d'enseignement local, ce qui est compliqué à faire quand on raisonne uniquement avec des grands chiffres, un raisonnement national, uniformisé, sans diversification de l'offre scolaire. Donc, la Fondation Paul École, comme premier incubateur en fait, d'écoles en France, puisque chaque année nous voyons un très grand nombre de projets de création d'écoles, majoritairement des écoles primaires, quelques collèges, passer dans les mains de la Fondation Paul École ces porteurs de projets ayant besoin d'un accompagnement juridique, fiscal, de la collecte, de la structuration de leur équipe, la formation des profs. Nous avons un établissement d'enseignement supérieur qui forme les maîtres du primaire. Donc on voit ces multiples créateurs passer pour des œuvres scolaires qui sont toutes les unes et les autres assez différentes, assez originales, avec des projets pédagogiques, avec une vision généralement assez claire du projet. Et nous, ces projets nous paraissent tous légitimes. En soi, le fait qu'ils puissent exister, germer, vouloir se déployer, c'est une bonne chose. Une réalité aujourd'hui qui existe, qui n'est pas du tout accompagnée financièrement. Donc la Fondation, son job, c'est d'essayer de témoigner de cette diversification-là, de cette réalité, et d'essayer d'obtenir des pouvoirs publics une certaine façon, une certaine reconnaissance de cette réalité-là. Donc ça s'est incarné à plusieurs époques par des combats législatifs plus ou moins couronnés de succès, et avec le nerf de la guerre qui est derrière la question du financement de ces œuvres scolaires. Donc la Fondation, elle est vraiment là pour être un aiguillon. L'ensemble des élèves fréquentant des établissements indépendants, des établissements totalement libres, c'est à peu près 80 000 personnes en France, donc c'est lilliputien par rapport aux mastodontes que sont l'enseignement public et l'enseignement privé sous contrat, mais suffisamment perspicace comme établissement pour que ça crée
un petit peu le poil à gratter qui oblige d'autres établissements à se repositionner, à s'interroger sur leurs pratiques, sur leur capacité à recruter des parents, à porter avec conviction un projet d'établissement. Et donc voilà, la Fondation est là pour être un peu l'aiguillon dans ce domaine-là, voilà, tout en étant très réaliste sur nos capacités limitées. Voilà, on n'a pas besoin d'être nombreux pour faire et avancer. Donc c'est ça, finalement vous reprenez cette tradition où les gens par eux-mêmes se constituent comme des structures éducatives, et puis vous leur donnez les moyens de se pérenniser. Exactement, la Fondation ne gère pas elle-même d'établissement, elle est vraiment une structure qui est au service de ceux qui veulent entreprendre un projet d'école. D'accord. Donc on est là, les gens ont besoin de nous, on intervient dans la mesure de nos moyens, s'ils n'ont pas besoin de nous, tant mieux à la limite, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls, et c'est le cas, il y a un certain nombre d'écoles qu'on voit apparaître, qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer, et qui se sont débrouillés très bien tout seuls. Mais voilà, d'une façon générale, comme nous donnons aussi des cours, des sessions de formation pour les directeurs d'école et les créateurs d'école, on voit passer beaucoup de ces créateurs qui viennent s'alimenter en fait à cette station-service qu'est la Fondation pour l'école et qui repartent après dans leur territoire agir. Mais c'est une réalité voilà, qui est compliquée à faire vivre en France puisque cet enseignement libre est financièrement absolument pas aidé par l'État. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est pour nous créateurs d'une grave injustice, puisque chaque Français est un contribuable qui contribue au financement du système éducatif. Si l'éducation nationale était capable d'adaptation, était capable d'aller jusqu'à fermer des établissements défaillants pour en réouvrir d'autres, recréer des structures, avoir un management agile, on comprendrait voilà, il y a des réalités nationales qui dirigent des financements vers des réalités efficaces, en tout cas qui essaient de s'adapter. Si on prend le système suisse, par exemple, c'est un système qui est très étatisé, alors au sein des cantons, mais avec des établissements qui sont très majoritairement des établissements publics, mais qui fonctionnent plutôt bien. La France, sa caractéristique, c'est outre que le système est très massif et très idéologisé, la question de l'éducation est vue par beaucoup de nos contemporains comme une fonction régalienne de l'État, au même titre que l'armée et la justice, ce qui est une vision pour nous totalement erronée du rôle de l'État en la matière. Beaucoup de Français ont intégré aussi que finalement la question éducative concernait davantage les établissements privés ou publics que eux-mêmes. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir comment des parents qui concrètement ont mesuré un échec d'un établissement à appréhender correctement leur enfant ou d'un échec plus global dont on parle régulièrement dans les médias, de voir comment certains décident de se réapproprier la chose. Soit à l'occasion d'une pratique de l'enseignement à domicile qui a augmenté notamment à l'occasion du confinement avec certains parents qui se sont investis, qui ont pu en voir un certain nombre de bienfaits, soit parce que des gens comme moi, comme d'autres personnes à l'origine de la Fondation avons fait le constat que plutôt que de se plaindre, il fallait agir à notre niveau en suscitant ou en aidant à la création d'œuvres nouvelles, en pariant sur le fait que si elles sont pérennes, un jour ou l'autre elles finiront bien par être soutenues, par être aidées et à trouver leur équilibre financier. Parce que, en même temps, donc, vous aidez, c'est en respectant ce principe de subsidiarité, finalement, tous ceux qui, au plus bas niveau d'échelle compétente, cherchent à créer des écoles, et peu importe au final qu'elles soient catholiques ou pas, parce que vous avez beaucoup parlé des écoles catholiques, mais finalement, vous aidez toutes les écoles, qu'importe leur modèle éducatif. Alors exactement, nous on est attaché à une certaine vision anthropologique, vision qui nous montre que les premiers responsables de l'éducation des enfants ce sont les parents. Voilà. Donc les parents, quelle que soit leur confession. Voilà, c'est un principe de droit naturel que les enfants confiés à des parents ou les parents qui accueillent des enfants, qui décident d'en accueillir, doivent se sentir responsables et sont les responsables. Ce sont eux qui connaissent le mieux leurs enfants. Donc ça, voilà, il n'y a pas besoin d'être catholique ou protestant ou musulman ou laïque ou athée pour accepter ce principe-là. Pour autant, il y a en matière d'éducation de nombreuses visions pédagogiques différentes. Il y en a certaines qui, de notre point de vue, correspondent mieux à une certaine vision anthropologique que la Fondation porte. C'est ce qui fait que autant la Fondation acceptera toujours d'aider des gens qui entreprennent un projet, qui viennent lui demander comment est-ce qu'on fait pour un contrat de travail, comment est-ce qu'on fait pour déclarer auprès du rectorat, voilà, tous les moyens techniques, l'aide technique, le conseil juridique,
on n'a aucune exclusive dans ce domaine. En revanche, quand il s'agit de mobiliser des financements pour aider des projets d'école financièrement de façon parfois assez importante, là on va s'attacher, parce qu'on le doit également à nos donateurs qui ont identifié la fondation comme une fondation qui est anthropologiquement établie en quelque sorte. Nous avons un patrimoine qui est un patrimoine, je dirais, philosophique, de principes, de valeurs que nous héritons d'Athènes, de Rome et de Jérusalem, donc des mères patries, qui nous ont donné une vision, une philosophie, une anthropologie à laquelle nous sommes attachés. Donc il nous semble que dans certains domaines, dans certaines façons de transmettre, dans certaines pédagogies, certaines pédagogies vont à l'inverse de cette vision que nous avons. Donc on ne les aidera pas nécessairement financièrement. Pour autant, on les considère comme des êtres responsables, voilà, et donc on n'a pas de raison de ne pas les aider par un coup de main ou de les mettre en contact avec l'ensemble des autres réseaux d'écoles, pour qu'aussi entre pairs, ils puissent évaluer leurs pratiques à l'aune de leur succès ou échec dans l'accompagnement des élèves vers l'acquisition d'un niveau de connaissance. C'est là où il y aurait peut-être un débat à avoir, un niveau de connaissance qui est exigé par l'État. D'accord. Voilà. Donc nous considérons à la Fondation qu'il n'est pas illégitime que l'État puisse vouloir, à un moment donné, donner des indications quant au niveau de compétence qui doit être atteint par des élèves à la sortie du primaire, à la sortie du collège et puis à la sortie du lycée. Ça ne nous paraît pas illégitime, puisque les conditions dans lesquelles se développent les activités, les métiers, fait qu'il est normal que l'État puisse se sentir concerné par la qualité de la formation donnée dans les écoles. Pour autant, nous sommes très attachés à la liberté qui doit être laissée aux établissements pour conduire à ce niveau-là. Voilà. Selon que vous êtes en zone rurale ou en banlieue ou dans le centre de Paris, la façon avec laquelle vous allez aborder les matières, l'ordre dans lequel vous allez les pratiquer va être différent, parce qu'on va tenir compte des problèmes de français, de la méconnaissance de l'histoire du France sur un territoire. On va le faire différemment dans un autre coin de France. Et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué pour l'État d'avoir cette souplesse parce qu'il a une vision massifiante, unitaire, et qui ne laisse aucune respiration possible. Et les bons éléments de l'enseignement public sont généralement des gens très farouchement indépendants, qui ont une faculté de résilience et de résistance souvent importante, mais qui sont souvent un peu isolés. Oui, bien sûr, voilà. Dans leur propre établissement. Dans leur propre établissement. Voilà. Donc ces personnes-là font ce qu'elles peuvent et ce qu'elles savent faire dans leur sphère d'influence, leur périmètre d'influence, mais sans avoir vraiment un rayonnement, une faculté de rayonnement au-delà de leur établissement ou de leur classe. Et alors justement, ça revient à la question que je voulais vous poser. Vous avez été attaqué donc, par, jadis, les frères musulmans, alias le CCIF, aujourd'hui démantelé, et récemment par des journaux de gauche vous accusant de séparatisme. Que répondez-vous à ces accusations ? Alors, l'histoire de la Fondation et du CCIF, donc le Comité contre l'islamophobie en France, est liée surtout à notre établissement d'enseignement supérieur. Puisque dans le cadre de l'Institut libre de formation des maîtres, nous avions un règlement intérieur que nous avions rédigé en ayant parfaitement conscience que nous adressions à des adultes, à des gens majeurs. Et donc, dans l'enseignement supérieur, les règles de la laïcité ne s'appliquent pas du tout dans les mêmes termes que pour le collège ou l'enseignement primaire. Mais nous tenions quand même à faire une distinction entre ce qui relève du droit commun, du public auquel nous adressons. C'est en grande majorité des professeurs, des parents d'élèves, des jeunes professeurs qui viennent là indépendamment de leur étiquette confessionnelle, mais en tenant compte d'une réalité en France, qu'il y a un certain nombre d'ordres enseignants, notamment de congrégations enseignantes, qui parfois dont la mission est d'enseigner et qui doivent porter un habit dans le respect des engagements religieux qu'ils ont pu prendre. Donc nous faisions dans notre règlement intérieur ce distinguo entre les élèves auxquels on demandait notamment de venir dans des tenues correctes, sans éléments ostentatoires d'appartenance à une religion, et ceux des laïcs, des clercs et des religieux pour lesquels en fait l'activité d'enseignement correspond à la pratique, à l'engagement au vœu religieux pour respecter cet engagement spécifique. Simplement, dans l'islam, cette distinction n'existe absolument pas. Et donc, lorsque nous avons commencé à avoir une sorte de pression
mise par des jeunes filles voilées qui voulaient absolument garder leur voile, qui n'était pas qu'un petit fichu, mais un vrai voile islamique. Nous avons dû les alerter que ce n'était pas possible. Nous avions convenu d'un arrangement en leur demandant de venir avec les oreilles dégagées, le visage dégagé, et qu'elles pouvaient très bien avoir un fichu. Mais ça n'a pas suffi et le CCIF est intervenu pour effectivement harceler en quelque sorte judiciairement la Fondation en exigeant la modification de notre règlement intérieur. Et le défenseur des droits, qui était à l'époque M. Toubon, a cru bon de suivre la demande du CCIF en nous mettant en demeure d'avoir à modifier notre règlement intérieur pour supprimer cette discrimination que nous faisions entre les élèves appartenant à un ordre religieux pour lesquels on acceptait qu'ils puissent porter l'habit et les autres n'étant pas religieux ou clercs, mais simple laïcs, simple français de base en quelque sorte. Et donc nous avons dû modifier ce règlement intérieur et en pratique, nous n'avons pas eu à accueillir d'autres personnes qui manifestent l'intention vraiment de venir voiler ou avec des signes d'appartenance religieux importants. Et ça a été notre histoire avec le CCIF qui depuis a été dissous parce que nous n'étions pas non plus un établissement confessionnel. Nous avions fait valoir que nos cours intervenaient dans le cadre d'un établissement scolaire confessionnel, puisque les cours étaient donnés à Saint-Jean-de-Passy, et que par respect pour le caractère propre de l'établissement, nous-mêmes, clients en quelque sorte, louant des salles, on devait ce respect-là, mais ça n'est pas passé, dès lors que notre formation était bien une formation d'enseignement supérieur. Voilà. Pour le reste, il y a une presse, alors de gauche, je dirais d'extrême gauche plus généralement, qui considère que l'offre scolaire, la diversité scolaire et le fait de répondre à des besoins spécifiques d'enfants serait déjà poser un acte de séparatisme. Voilà. Donc ça va très vite, la notion de séparatisme. Si vous créez un établissement pour enfants 10, pour enfants inadaptés, pour enfants précoces, est-ce qu'on est dans le séparatisme républicain si on répond à la demande de ces élèves en créant un établissement d'école? Bon, moi, j'ai ma réponse, bien entendu, ce n'est pas le cas. Mais voilà, séparatiste devient un propos infamant, et on le voit d'ailleurs à l'occasion du projet de loi qui a été voté définitivement donc, fin juillet et qui porte sur la question du respect des principes de la République, qui était au début le projet de loi contre le séparatisme, dirigé très clairement contre l'islam. Eh bien, on a des dispositions qui concernent l'école et qui concernent l'interdiction de l'enseignement à domicile, au motif que cet enseignement favorisait le séparatisme. Alors on sait très bien, en pratique, que les séparatistes n'utilisent pas la voie légale, n'utilisent pas l'enseignement à domicile de façon régulière, ni la création d'écoles, qu'ils le font de façon clandestine, et que ce texte-là ne résoudra absolument pas le problème auquel la France est confrontée. Donc ça, c'est un autre sujet de combat pour la Fondation sur ce projet de loi. Au prétexte de lutter contre le séparatisme, en fait, on vient de porter atteinte une nouvelle fois à la liberté de l'enseignement en France et à la liberté et à la responsabilité des familles. Donc ça, il y a pas mal de matière là-dessus à dire et à contester. Et il me semblait aussi que certaines attaques, justement, pointaient du doigt que vous aidiez surtout des écoles catholiques. Or, vous me disiez que c'était 15%, peut-être 10% des écoles que vous souveniez qui étaient confessionnelles, et pas seulement des écoles chrétiennes, de toute confession chrétienne, mais aussi des écoles musulmanes. Et après, vous avez beaucoup d'écoles qui ne sont pas du tout... Alors non, nous, on a deux choses. La Fondation tient un annuaire de l'ensemble des établissements indépendants. Donc, quel que soit leur niveau, par établissement, on entend le primaire, c'est un établissement, le collège, c'est un établissement à part entière, le lycée, c'est un établissement. Donc, on fait une recension de tous les établissements scolaires en essayant de les classer par pédagogie, par caractère confessionnel ou pas, par lieu, par identité du directeur, un certain nombre de caractéristiques, ce qui permet à des familles qui recherchent un établissement indépendant de le trouver assez rapidement sur ce site-là. Ça, c'est une chose. Et c'est ce site qui nous permet aussi de suivre chaque année les projets de création d'écoles nouvelles. Et donc sur, grosso modo, plus d'une centaine maintenant d'écoles nouvelles par an depuis 2012-2013, on identifie effectivement qu'il y a une minorité d'établissements confessionnels catholiques. 20%, 20-25% grand maximum. Le reste, ce sont soit des établissements confessionnels, mais assez peu nombreux, beaucoup d'établissements en revanche à pédagogie particulière.
des écoles Montessori, des écoles adaptées, des écoles pour enfants précoces. Donc en fait, la grande majorité des établissements créés aujourd'hui en France, chaque année, sont des établissements non confessionnels. Voilà, ça c'est l'observatoire en quelque sorte que nous gérons et qui nous permet de voir ces tendances un peu et l'univers dans lequel se créent ces écoles, qui vont aussi bien de l'univers, je dirais, des écoles démocratiques ou des écoles plutôt situées aux frontières, je dirais, de l'extrême gauche, à des écoles créées dans les réseaux de Pierre Rabhi, dans des oasis dont il a pu susciter la création, que des écoles avec des pédagogies très classiques, très transmissives, comme dirait l'Éducation nationale, et derrière avec matinée ou pas d'une dimension confessionnelle ou pas. Donc ça c'est l'observation que l'on peut faire, et chaque année on fait au mois de septembre un état, un bilan de la création d'écoles en France. En revanche, du côté de la Fondation, nous soutenons un nombre important d'établissements. Alors, juste quand on parle de la Fondation pour l'école et des financements qu'elle accorde, il faut intégrer une réalité, c'est qu'il y a la Fondation d'une part, et les fondations sous égide qu'elle abrite. Elle en abrite 10 aujourd'hui, donc certains établissements, par exemple en zone rurale, la Fondation Espérance Ruralité, qui collecte des dons, qui sont appréhendés juridiquement par la Fondation pour l'école, mais qui sont dans un tuyau réservé aux écoles rurales, va permettre le soutien à l'école Espérance Ruralité, le cours Clovis, dans le nord de la France. Si vous avez les académies musicales, ça va être dirigé vers les académies musicales. Donc il y a un certain nombre de fondations qui sont déjà, par leur marque et leur objet social, orientées vers des activités prédéterminées. D'accord. Il y a une fondation qui est par exemple, qui joue le rôle un peu de tutelle d'un certain nombre d'établissements confessionnels d'une communauté religieuse. Voilà, mais qui alimente des écoles confessionnelles, mais ce sont bien des écoles, des collèges, des lycées, des primaires. Une fondation qui va s'adresser plutôt à des établissements du sud-est de la France. Voilà, donc la Fondation pour l'école elle-même, sur les subventions qu'elle accorde en dehors de ce que font ces fondations sous égide, il y a une partie importante de nos dons qui sont orientés vers des établissements confessionnels, catholiques ou chrétiens, parce que c'est un souhait d'un grand nombre de nos donateurs, attachés à cette vision de l'école, attachés à cette anthropologie, qui se trouvent correspondre avoir une résonance avec leur vision confessionnelle, et qui nous déclarent souvent je souhaite que vous puissiez aider telle ou telle école, etc. Et donc, si l'école nous adresse un dossier, et si elle mérite d'être soutenue parce qu'elle a un investissement en particulier à faire, nous allons la soutenir. Donc je dirais qu'il y a plus de la moitié des écoles qui sont des écoles confessionnelles que nous soutenons, et le reste, donc une grosse petite minorité, qui sont des établissements très spécifiques. Ça va être l'école Montessori bilingue de tel endroit, ça va être un projet d'école qui permet aux enfants aussi de découvrir la forêt et la permaculture, tout en nous assurant bien que cette école est d'abord là pour transmettre en réalité. Parce qu'on a aussi un tas de projets un peu farfelus parfois, où on se demande vraiment ce que font les profs, où sont les professeurs, qu'est-ce qui est vraiment transmis aux enfants. C'est une chose que d'avoir des enfants heureux, enthousiastes, heureux d'apprendre, mais l'apprentissage demande aussi un effort, et on ne peut pas non plus, le sens de l'effort, c'est quelque chose qui va parfois, qui va à rebrousse-poil pour des enfants. On a tous été enfants et élèves, on sait très bien qu'il y a des impondérables dans la façon d'apprendre. Mais voilà, donc la pédagogie, l'originalité de la pédagogie ne doit pas remettre en cause cet essentiel qui doit être qu'un maître est là pour transmettre des connaissances, pour les communiquer, avec la dimension éducative qui a forcément pris un tour majeur dans l'activité d'enseignement. J'entends souvent ce débat entre ceux qui considèrent que le ministère de l'Éducation nationale devrait redevenir le ministère de l'Instruction publique, en quelque sorte, plutôt de l'Éducation nationale. Sur le fond, je comprends très bien le fondement de la remarque, c'est que les établissements doivent être là pour assurer une transmission que tous les parents ne sont pas en mesure de donner. Mais dans les faits, aujourd'hui, un chef d'établissement va se retrouver à jouer le rôle d'éducateur. Parce que malheureusement, beaucoup de familles ont aussi, soit ont renoncé à ce rôle-là, l'ont délégué parfois automatiquement sans même se poser la question. Et tout l'art d'un bon directeur, d'un bon chef d'établissement, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme,
ça va être de partir de ce constat-là pour réinsérer les parents aussi dans leur œuvre d'éducation, les associer à l'établissement. Je dirais que un des sujets un peu tarte à la crème dans les débats sur l'école, c'est toujours le lien des parents avec l'école et la considération que peuvent avoir les parents pour les professeurs et inversement. Je pense qu'il y a deux choses à bien distinguer. Il y a la mission première du professeur qui est de transmettre, et il a son autorité propre en la matière, et l'école constitue une véritable institution autonome par rapport à la famille de ce point de vue, avec sa vraie légitimité. Et il y a la question de l'éducation. Comment on forme les petits hommes ou les petites femmes de demain, où là, il y a forcément une grande proximité, qu'il doit y avoir un grand respect de l'autorité des parents, délégués au directeur, pour que ce dernier soit respectueux aussi de ce qui est vécu en famille et que les parents puissent se sentir réinvestis dans leur tâche éducative. Et parfois, le boulot du directeur, c'est vraiment un boulot compliqué parce qu'il doit faire le constat que certaines familles ont renoncé à cette fonction-là, et comment les raccrocher, comment les réinstituer dans leur rôle d'éducateur. Donc il y a des expériences qui se conduisent ici ou là, qui sont très intéressantes, qui nous montrent que ce n'est pas perdu, mais que ces établissements-là doivent être encouragés, aidés, et non pas laissés dans leur coin par l'État qui ne les considère pas. D'accord. Et justement, vous en avez parlé plusieurs fois, que la liberté d'enseignement était de plus en plus soumise à rude épreuve. Pendant la crise sanitaire, la République s'est attaquée à la liberté d'enseignement en interdisant l'école à la maison, obligeant aussi les parents à scolariser leurs enfants pour le motif qu'il a été observé que les enfants revenaient à l'école après un confinement très prolongé avec des théories jugées complotistes à l'encontre du gouvernement. N'y a-t-il pas là une grave attaque au droit naturel des familles à éduquer elles-mêmes leurs enfants ? Alors, si les mesures adoptées dans le cadre de la loi qui a été votée et qui est aujourd'hui encore, alors nous parlons, déférée devant le Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel va rendre sa décision sur cette loi-là qui a interdit l'école à la maison et qui a renforcé les capacités de fermeture d'établissements libres, c'est le 13 août que le Conseil constitutionnel doit se prononcer. D'accord. Donc, moi je suis assez confiant, nous sommes plusieurs à avoir déposé des mémoires auprès du Conseil constitutionnel pour rappeler la grande portée de la liberté d'enseignement. Nous ne sommes pas privés d'ailleurs de citer les propos du ministre lui-même, qui lorsqu'en 2018 et 2019, en particulier sur la loi sur la confiance qu'il avait fait voter, des parlementaires avaient déjà voulu changer le régime de l'instruction à domicile en l'interdisant par principe et en prévoyant des mécanismes de dérogatoires. Monsieur Blanquer s'y était opposé à l'époque, en expliquant que la liberté constitutionnelle d'enseignement a un fondement constitutionnel puissant et qu'il n'est pas possible d'aller au-delà de ce qu'ils avaient fait comme réforme à l'époque. Bon, donc ce que M. Blanquer a pu dire à un moment donné, après que M. Macron a fait son discours à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, on a compris que l'objectif c'était d'éradiquer la possibilité pour des parents de choisir l'instruction à domicile, de ne pouvoir le faire plus que sur un régime d'autorisation. Nous, ça nous paraît profondément illégitime. L'argument assez fallacieux qui était utilisé au niveau du ministère pour considérer que cette mesure était indispensable, c'était pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de mettre en place un texte qui commence par retirer aux parents la liberté d'assumer eux-mêmes l'enseignement. Voilà, donc il y avait une contradiction pour nous déjà dans la façon de faire. Pour nous, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est que ses parents soient respectés dans leur qualité d'éducateur et considérés comme étant légitimes. Qu'ils puissent ensuite choisir, comme font la plupart des familles, de confier leurs enfants à des institutions scolaires pour prendre le relais de leur rôle en la matière, aucun problème. Mais de partir du principe qu'il serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant que déjà d'interdire par principe l'enseignement à domicile, ça me paraît tout à fait contradictoire. Donc sur ce sujet-là, il y a un combat en cours et j'espère, maintenant que le Conseil constitutionnel peut prendre aussi parfois certaines libertés avec ce qu'on a connu traditionnellement, on peut être inquiet, mais je reste malgré tout confiant dans la capacité sur ce terrain-là du Conseil constitutionnel à préserver ces libertés conventionnellement protégées, constitutionnellement protégées. Même chose sur la disposition du texte sur la loi sur le séparatisme qui donne finalement
des pouvoirs plus grands au préfet et à l'État pour fermer administrativement un établissement sans passer par la voie judiciaire. Là aussi, si on raisonne par assimilation à ce qu'est en droit le principe de la liberté d'association, la faculté de fermer une association, de la dissoudre, elle est vraiment réservée pour des cas très graves, très spécifiques. Or là, la capacité de faire fermer une école par simple décision administrative avec la seule saisie possible du juge administratif nous paraît moins protectrice des libertés fondamentales que la nécessité pour l'État d'aller fermer par voie judiciaire, avec un recours devant le juge judiciaire qui est plus protecteur, nous semble-t-il, des libertés publiques. Donc ce sont les deux points sur lesquels, encore récemment, des atteintes, des coups de butoir ont été portés à la liberté de l'enseignement, et sur lesquels nous espérons que dans les tout prochains jours, le Conseil constitutionnel sanctionnera ces dispositions. Espérons-le. Ouais. En même temps, la République, dans ses premiers moments, avait interdit toute association, toute forme d'association, avait même remis en cause ce droit de l'éducation, d'éduquer ses enfants soi-même. On peut aussi craindre tout à fait qu'elle soit capable de revenir à son principe originel. Ah oui, il y a une vision très autoritaire. Enfin, c'est d'ailleurs une certaine forme d'autoritarisme, le type de décision auquel on assiste, avec un grand paradoxe, c'est que ces dispositions nouvelles n'empêcheront pas des familles qui contournaient le système de le contourner. On va simplement embêter davantage ceux qui le faisaient bien, sans pour autant avoir renforcé l'État d'une quelconque façon sur son rôle, pour le coup, qui est un rôle qu'il seul peut avoir, un rôle de contrôle et de sanction. Voilà. Et donc les fonctions régaliennes de l'État, puisqu'on nous dit que les motivations de la réforme, en particulier sur cette loi sur le séparatisme, la motivation principale, c'était la lutte contre l'islam radical. On voit bien que c'est une loi de l'avis d'une grande majorité de parlementaires qui tape complètement à côté, au lieu de redonner à l'État sur cette question en définissant par exemple ce qu'était le fondamentalisme musulman, ou en interdisant, comme commencent à le faire certains pays, le salafisme, etc., et d'avoir des vraies sanctions, un pouvoir de sanction, de contrôle. On est en train de faire peser tout un tas de contraintes sur des parents qui avaient cette liberté-là, et demain, ça ne réglera pas les difficultés, ça ne réglera pas le problème. En fait. Donc il y a un réflexe effectivement de l'État, et en particulier des autorités qui sont à la tête aujourd'hui, une forme de jacobinisme un peu exacerbé, renouvelé, qui plutôt que de faire confiance aussi aux régions, aux communes, en donnant éventuellement des moyens, en déconcentrant cet aspect-là des choses, recentre encore davantage des choses dans les mains des rectorats, des directeurs, des préfets, de façon pour nous assez inefficiente en fait. Tout à fait. Alors, si je vous interroge aujourd'hui, c'est donc avec votre expertise en matière d'éducation, on puisse s'interroger ensemble au sujet du système éducatif de demain. Donc, comment concevoir l'éducation hors d'une conception totalitaire de l'État, dans laquelle ce dernier est à se substituer aux parents afin d'éduquer leurs enfants. Imaginons par exemple, à tout hasard, que le royaume de France soit restauré. L'éducation nationale cesserait alors d'exister, puisque l'État, n'ayant plus d'impératif idéologique, cesserait d'être totalitaire et donc d'endoctriner les jeunes générations. Comment concevoir alors un système éducatif qui soit entièrement indépendant de l'État? Comment la société pourrait-elle se structurer pour éduquer les jeunes générations sans l'intermédiaire de l'État? Et la fondation pour l'école est-elle suffisante à cet effet? La fondation suffisante, la fondation pour l'école est malheureusement pas de taille suffisamment importante, petit à petit elle se développe, mais elle doit faire sa part, voilà, elle le fait plutôt bien, mais ensuite elle est confrontée à l'existence d'une machine qui existe, et elle peut servir de poil à gratter bien souvent, elle l'a fait dans les dernières années, mais voilà, elle fait, mais sa capacité d'action est limitée. En revanche, au plan politique, le vrai défi, c'est d'arriver à faire comprendre ou admettre aux Français qui est un peuple qui est un agrégat de peuples assez farouches de leur indépendance, assez fiers, de faire réaliser
que la question de l'éducation n'est pas la prérogative première de l'État. L'État, dans tous ces domaines, en fait, est un serviteur. Il est au service de la paix civile. C'est ça sa mission première, c'est de préserver la paix civile. Le rôle du prince, du président, du roi, comme on l'appelle. Le prince, d'une façon générale, c'est de préserver la paix civile, la concorde civile. De vérifier que dans le domaine de l'action politique, de l'action économique, le bien commun est préservé. Ça, c'est sa mission principale. Donc, parier sur la disparition de l'éducation nationale, pourquoi pas. En revanche, je ne pense pas que l'État puisse se passer d'avoir au moins un corps d'inspection pour inspecter, vérifier ce qui se passe dans les territoires, si cette liberté, cette responsabilité déléguée, déconcentrée au niveau local est utilisée à bon escient, puisqu'il a la concorde civile, l'amitié civile, le patriotisme, tout ce qui fait une nation, qui est une bonne chose en soi, qui sont bien des réalités distinctes, mais qui sont une bonne chose, doit pouvoir être en tout cas challengé par une structure aussi indépendante qu'elle soit des idéologies. Voilà, et c'est vrai qu'en matière éducative aussi, on est un peuple très idéologue. Quand on compare la question scolaire en France par rapport à nos meilleurs ennemis que sont les Britanniques, c'est le jour et la nuit. La façon dont la question de la réforme du système scolaire se passe dans d'autres pays, on voit bien qu'en France, c'est quand même très très paradigmatique, c'est très des guerres très idéologisées, donc c'est compliqué pour le prince d'éluder complètement cette réalité. Voilà. Mais une façon pour lui de redonner, de contourner en fait cette difficulté des gros clivages politiques idéologiques qui se passent en fait essentiellement dans des syndicats de chefs d'établissement, dans des syndicats parfois de parents d'élèves qui sont en fait des parents d'élèves qui sont d'abord des profs et qui sclérosent un peu le rôle des corps intermédiaires au sein de l'éducation nationale, c'est de déléguer au maximum aux régions, voilà, dans un premier temps, aux communes, avec les maires sont quand même les premiers interlocuteurs de leur population, et de réarticuler les mécanismes de financement en essayant d'avoir un financement par élève sur des établissements qui peuvent être conventionnés dans un cadre plus souple, je dirais, que le contrat ou l'établissement public, mais une convention qui fixe des objectifs, qui détermine ce qu'est le projet d'établissement et comment ce projet arrive à vivre, à convaincre des familles, des parents de le rejoindre. Ça peut être un projet d'établissement autour de la musique, ça peut être autour des beaux-arts, ça peut être autour des sciences et des maths et de la biologie. Il faut vraiment retrouver cette diversité de l'offre scolaire, et ça, pour le prince, pour celui qui dirige, qui est à la tête d'un pays, ça peut être un objectif extrêmement concret de rediversifier l'offre scolaire. Ça passera par des périodes de friction et de tension. Quand on parle par exemple de l'abandon de la carte scolaire en France, ça provoque tout de suite des hauts le cœur à des gens qui ont une vision de la vie humaine, de la vie des entreprises totalement déconnectée de la réalité du fonctionnement des institutions et des organisations. Il faut que le système éducatif respire, et ça, la carte scolaire condamne des personnes à vivre sur un territoire, alors que certains seraient prêts à faire l'effort pour rejoindre un autre établissement loin. On voit dans tous les pays, dans les pays en voie de développement, où des familles sont capables de faire 15 km, 20 km, 30 km par jour pour que leurs enfants puissent bénéficier d'une éducation adaptée. Bon, en France, on n'est pas en Afrique, on a un système qui peut être beaucoup plus réparti et éviter que l'abandon de la carte scolaire provoque plus de drames que ça n'en provoque aujourd'hui. Parce qu'en réalité, les partisans de la carte scolaire nous disent que ça risque de créer une école inégalitaire, mais l'inégalité, elle existe déjà aujourd'hui. Et elle est fabriquée par la carte scolaire. Puisque ceux qui savent comment la contourner le font, ce sont généralement des enfants de professeurs, des enfants de personnes, et que ceux qui n'ont pas les moyens sont piégés par cette carte scolaire dans des établissements défaillants. Voilà. Donc c'est une urgence que de supprimer la carte scolaire, par exemple. Le prince qui le fait demain sera confronté à des manifestations, mais d'un carteron, je dirais, de syndicats établis, mais qui sont en réalité des sépulcres blanchis, voilà, qui ne tiennent pas leurs oies et qui ont une capacité pour rouspéter, faire du bruit importante. Mais il faudra que le prince ait la même
la même fermeté qu'a pu avoir Reagan avec les aiguilleurs du ciel lorsqu'il est arrivé à la tête des États-Unis, où il a tenu bon, et au bout de quelques mois, et bien, en fait, il a gagné cette bataille qui avait suscité une opposition farouche des aiguilleurs du ciel, qui étaient quand même ceux qui régnaient en maître sur l'organisation du ciel aux États-Unis. Donc, voilà, il faudra trancher ce nœud gordien de la question scolaire, et ça ne se fera pas sans heurts, mais il faut avoir la vision à long terme de redonner à la France un outil éducatif diversifié, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ça veut dire donc que potentiellement il y aurait des corporations d'enseignants libres, disons, des congrégations religieuses qui pourront plus librement aussi exercer cette mission du professorat, avec à chaque fois des écoles qui partent avec ce principe de subsidiarité d'en bas, d'une demande à chaque fois des populations locales, comme ça se faisait certainement avant. Alors voilà, on voit émerger des projets d'école, par exemple, sous forme de sociétés coopératives, avec une participation des familles, des professeurs, dans un modèle juridique qui, en principe, favorise les échanges, la mutualisation, des discussions sur un projet éducatif. C'est un modèle qui était prôné par Proudhon, par exemple, qui a traité de ces questions-là. La grande difficulté dans le fait d'accorder cette liberté totale, c'est qu'il faut aussi être en mesure de sanctionner assez rapidement des gros échecs éducatifs, voilà, des sujets de maltraitance d'enfants, parce qu'on connaît des écoles dans lesquelles des parents ont poursuivi une chimère, un rêve, en dehors de la réalité vraiment de ce qu'est un enfant et de la transmission, et qui ont fabriqué en fait pas des enfants sauvages, mais en tout cas des enfants qui ont beaucoup de peine à trouver leur équilibre et leur avenir. Mais sur le principe, il faudrait accorder, quitte à ce que les établissements fassent la preuve pendant un certain nombre d'années de la pérennité et de la pertinence de leur modèle, mais qu'après 3, 4 ans, 5 ans, il y ait de la part des établissements un droit, en quelque sorte, à être soutenu financièrement, ce qui aujourd'hui est très compliqué. Aujourd'hui, il y a des établissements libres, indépendants, qui sont vraiment pertinents au plan académique, au plan du projet pédagogique, qui réclament chaque année l'obtention d'un contrat avec l'État et qui ne l'obtiennent pas. Parce qu'il y a une gestion de la dépense publique en matière d'éducation très particulière, qui fait qu'aujourd'hui, si un recteur accordait un contrat à un établissement pour 6 de ses classes, et il serait fortement tenté, il le fera en pratique, d'aller demander à l'enseignement privé par ailleurs de supprimer des classes parce qu'il gère un quota de classes, un quota de financement. Donc il n'a pas cette souplesse de tenter de donner sa chance à un établissement de se développer, quitte à ce qu'un autre établissement dépérisse. Donc il faut aussi pouvoir le fermer à un moment donné, cet établissement. Voilà. Donc c'est compliqué, mais oui, reconnaître la légitimité d'un projet qui a su faire la preuve que 3, 4, 5 ans après avoir été créé, il a su produire des résultats, entre guillemets, en tout cas des enfants qui ont été instruits et qui sont capables de progression. Oui, c'est important ça, mais ça suppose d'avoir un état d'esprit, d'avoir un esprit entrepreneurial qui a envie d'accompagner des initiatives qui sont nées librement, en étant tout à fait aussi réaliste. On le voit bien à la Fondation pour l'école. Entre deux projets qui ont pu se créer à peu près dans des mêmes conditions, l'un va réussir parce qu'il va savoir bien gérer aussi la vie propre de l'établissement par rapport aux familles fondatrices, en expliquant à ces dernières qu'elles ont été à l'origine d'une œuvre, mais que ça n'est pas la leur en quelque sorte, puisqu'une école, c'est compliqué d'avoir un sentiment de propriété dessus. C'est vraiment une œuvre autonome, et puis une œuvre qui ne va jamais sortir du giron, parfois de plus en plus autoritaire, de 2 ou 3 familles fondatrices, qui n'auront même plus leurs enfants dans l'établissement et qui vont prendre des décisions à distance, et c'est une œuvre qui ne va pas se développer. Voilà, donc reconnaître au niveau local la possibilité à des groupes d'individus de créer des établissements, ça doit s'accompagner aussi d'une juste conception de ce qu'est l'œuvre scolaire, qui est une réalité indépendante de ses fondateurs. Voilà. C'est une réalité autonome. Une œuvre humaine, c'est un corps intermédiaire particulier qui échappe d'une certaine façon au contrôle de ceux qui l'ont constitué. Mais donc ça veut dire effectivement une structure d'autorité qui soit capable justement de reconnaître les défaillances, de pouvoir donner des crédits. Alors,
Tout l'enjeu, c'est aussi d'avoir un outil d'évaluation. Ça, Ouais. on a très souvent pensé à la Fondation en disant c'est pas normal que l'État soit le même qui vienne contrôler également les établissements privés, puisqu'il est jugé parti. On voit Ouais. bien, les corps d'inspection ne sont pas du tout adaptés à certaines formes d'enseignement privé, donc il faudrait une sorte d'agence indépendante, d'agence nationale indépendante, qui vienne évaluer aussi bien les résultats du privé que du public. Ça, c'est très très compliqué en fait. Même Jean-Michel Blanquer ne serait pas, à mon avis, d'après ce que j'ai pu lire, hostile à ce principe-là, mais entre l'idée et la réalité, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui garantit aussi qu'une agence est vraiment indépendante? Voilà. En fait, c'est vraiment que va-t-on lui confier comme mission pour essayer de certain qu'elle accomplisse sa mission avec efficacité. Donc, effectivement, avoir une structure indépendante de l'État qui est capable d'évaluer un niveau de connaissance, d'évaluer les établissements, c'est très important. Et que ça puisse être fait sur la base de critères publics, définis publiquement, contrôlés publiquement. Ça permettrait d'établir vraiment un bon niveau de transparence et une concurrence entre établissements plus objective. Ça, cette mission d'évaluation, elle doit quand même être distinguée de l'autorité qui va sanctionner à un moment donné des défaillances, des troubles à l'ordre public, des établissements qui peuvent éventuellement avoir des enseignements qui sont contraires à l'ordre public naturel. Voilà, ce sont des choses bien distinctes. Est-ce que donc par exemple s'il y avait aujourd'hui un changement de régime, puisque déjà aujourd'hui la Fondation pour l'école est interlocuteur de l'État sur les questions des écoles hors contrat, s'il y avait un changement de régime aujourd'hui, donc pour un État royal qui est respectueux du droit naturel, etc., est-ce que ça signifie que la Fondation pour l'école pourrait assurer ce rôle qu'avait l'éducation nationale, mais seulement dans cette idée d'inspection, de financement, etc., et qu'il y ait encore cette liberté pour tous les... Non, le seul rôle auquel pourrait prétendre la Fondation pour l'école, c'est de continuer à mieux accompagner ceux des œuvres scolaires qui ont besoin d'elle. Parce que si on est attaché au principe de subsidiarité, on ne peut pas vouloir se comporter comme une structure fédérative qui viendrait imposer et dicter aux établissements ce qu'ils doivent faire. Non, pas du tout. Voilà. Tout notre enjeu, c'est que ce travail-là soit davantage reconnu, que la Fondation pour l'école puisse être mieux aidée éventuellement dans l'accomplissement de ses missions, comme quand par exemple elle développe tout un processus de qualité pour aider les établissements à développer une vision de la qualité qui doit être respectée à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la relation des parents, des professeurs, que des parents, des directeurs, que la gestion de l'infirmerie, que la gestion du processus du recrutement des élèves. Ce moteur qualité qui existe dans l'industrie, dans beaucoup d'entreprises, quand la Fondation développe ça, de pouvoir le déployer davantage auprès des établissements qui le demandent, pas auprès de tous. Ça, voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait, qui serait un service rendu au prince par une œuvre scolaire qui a des objectifs clairs, mais comme d'autres pourraient le faire à côté. Voilà. Et réfléchir, la Fondation pour l'école pourrait être un interlocuteur indépendant au sein d'une agence d'évaluation, voilà, qui témoigne de la réalité de la pédagogie qu'elle peut voir dans tel ou tel établissement, elle et avec d'autres. Mais pas une agence d'évaluation qui serait composée que de représentants de l'État, ça n'a pas de sens. Oui, bien sûr. Voilà. Alors on sait par exemple que Louis XVI avait financé sur sa cassette personnelle la première école pour sourds-muets, fondée par l'abbé Charles-Michel de Lespée, inventeur de la langue des signes. La République est allée jusqu'à interdire la langue des signes en 1880. Les sourds n'avaient plus le droit d'utiliser la langue des signes en classe et étaient forcés d'oraliser alors qu'ils n'entendaient rien. Et la langue des signes était vue donc comme un patois gestuel à éradiquer à l'instar des langues régionales, donc en faveur de ce fameux nationalisme républicain. Elle ne fut autorisée de nouveau qu'en 1990 seulement. On voit donc bien que le roi peut soutenir personnellement des écoles, mais cela n'engage pas l'État royal. Si donc l'État se désengage de l'éducation, n'y a-t-il pas un risque que les enfants les plus défavorisés n'aient pas accès à l'école? Ne risque-t-il pas d'y avoir justement des niveaux disparates en fonction des écoles? Vous disiez que c'était déjà finalement le cas. Justement, le drame, c'est que c'est le cas. Alors que la mission de l'État, qu'il soit incarné par le prince, par un président, par un gouvernement, etc., ça doit être d'abord sa mission principale de veiller à ce que les populations fragiles, pauvres,
qui sont en voie de précarité et d'exclusion, puissent avoir accès à une éducation de qualité. Donc c'est ça sa mission première, parce que les enfants de professeurs, les enfants de professions de catégorie de CSP+, etc., n'auront jamais de mal à se retrouver, à trouver le bon établissement, les bons tuyaux, le répétiteur à titre personnel, les cours chez Academia, etc. Ça ne sera pas un problème. Donc la mission principale de l'État, dans le domaine de l'éducation, c'est de pallier effectivement l'incapacité des familles ou l'incapacité de certains territoires à apporter un enseignement de qualité à des enfants, pour leur permettre de grandir, de former leur intelligence. Donc aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que le système a été conçu comme un système massifiant, où l'État continue à s'occuper de tout en matière, et tout en matière scolaire, mais encore plus, c'est-à-dire qu'on rajoute toujours plus de poids sur les épaules des professeurs en faisant demain des professeurs d'écologie, des professeurs d'économie d'énergie, des professeurs de bien vivre et de vivre ensemble. Donc on charge la mule, alors même que les professeurs n'ont même plus le temps de former l'intelligence, former le libre arbitre, ou en tout cas la capacité des enfants à raisonner et à acquérir la liberté par le raisonnement, par la raison. Donc c'est ça le grand paradoxe, c'est que cette école gratuite, laïque, obligatoire pour tous, elle devient en réalité un système extrêmement qui a dû assumer la massification indéniablement. Alors, c'est vrai que c'est pas la même chose quand il y avait 35% des enfants qui étaient scolarisés et qu'on prétend en scolariser 100% et en amener 80% au bac, ou maintenant 90%, 98% au bac. Donc on se donne des objectifs qui ne sont pas atteignables en fait, tout simplement. Donc il faudrait revoir les objectifs que s'assigne l'État lui-même en ce qui concerne sa responsabilité, en disant moi je ne veux plus effectivement qu'il y ait autant d'illettrés qui arrivent au sortir de la troisième, en fin de lycée, ça n'est plus possible, donc je mets mon effort là-dessus, le reste je redonne de la liberté, mais je concentre mon action sur ce type de profil, quitte à ce que ça se passe par une subvention à un établissement privé ou à une initiative privée qui a bien su répondre aux besoins locaux pour ces familles-là, sans prétendre le faire lui-même directement. Donc ça, c'est une crainte. En fait, aujourd'hui, c'est l'argument principal qui est ressorti par des personnes qui sont assez hostiles au principe de la liberté de l'enseignement, qui disent, si demain vous favorisez le développement d'écoles indépendantes ou d'établissements d'origine privée, qui ne sont pas forcément à la recherche d'un statut de droit privé, mais d'origine privée, vous allez créer un système inégalitaire. Voilà. Mais aujourd'hui, ce système inégalitaire, il existe déjà en fait. Voilà, il existe déjà et il se renforce. La France est un des pays de l'OCDE les plus inégalitaires, alors que la dépense publique en matière d'éducation est très importante. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc le système n'est pas adapté à la mission de l'État qui devrait concentrer son effort sur justement une meilleure efficacité de la dépense publique en matière d'éducation, en faisant davantage confiance parfois à l'initiative privée sur des territoires où elle a su se montrer capable d'appréhender correctement les populations et de les aider à grandir plutôt que de les maintenir dans un système de carte scolaire qui est une spirale de l'échec. Donc là, il y a vraiment une distinction finalement à faire dans le rôle de l'État, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, et de voir que, et c'est ce que je voulais souligner par mon exemple, que le roi, le prince peut, en tant que personne et contribuable à... Comme vous et moi, susciter des œuvres. C'est ça, peut susciter des œuvres, peut aider justement à pallier des inégalités, mais c'est pas à l'État lui-même de tout chapeauter pour rendre justement, avec ce délire idéologique, de rendre tous les établissements égaux, etc., parce que finalement ça ne fonctionne pas, et justement de bien faire la part des choses. Et finalement l'État ne pourrait que finalement contrôler... Oui, alors derrière votre question, il y avait aussi la question des langues régionales, du respect par l'État d'identité de la diversité française. Et donc c'est vrai que la crainte de personnes qui ont peut-être une vision un peu réduite ou schématique de ce qu'est le patriotisme, la nation, les conduit à penser que ça favorisait un risque d'éclatement de la France. Moi je suis convaincu de l'inverse, c'est-à-dire que je préfère des gens qui soient enracinés dans leur culture, qui aiment la culture
leur chez eux, Mhm. avant d'aimer le plus grand. Et le patrimoine hérité des générations précédentes, commun aux Français, est suffisamment fort pour, s'il est transmis en vue d'être aimé, pour permettre à ces régions, à ces territoires qui ont de fortes identités locales, d'assumer aussi une coexistence commune, voire une ambition commune dans certaines époques, à certains moments, un consentement à l'impôt, un consentement à un certain nombre de contraintes et de servitudes liées à la richesse du patrimoine commun que ces pays ont été capables de faire. Ce qui est compliqué, c'est que, comme toujours, là où il y a des hommes, il y a des forces contradictoires, et il y a ceux qui sont là pour les exploiter, dans une logique révolutionnaire, et il y a ceux qui sont là pour essayer d'emboîter ces forces pour un mieux commun, un bien commun. Et donc, les tensions à cet égard que peut susciter l'Union européenne entre la France et certaines régions, par exemple, sont extrêmement périlleuses, extrêmement dangereuses aussi à cet égard, parce qu'on est en train d'exciter parfois des positionnements qui se font au détriment de la nation, qui est le bien de ceux qui sont nés dans un pays et qui ont un intérêt commun à avancer ensemble. Donc il faut que les régionalistes méfient aussi de cette facilité qui peut être accordée éventuellement par l'institution qu'on appelle l'Union européenne et qui peut se montrer, hostile aux États. En fait, on considère en réalité que c'est une réalité dépassée, purement simplement. Oui, tout à fait. Une volonté de casser les États-nations pour ramener le mondialisme. Voilà, non pas pour respecter les régions, mais pour accroître la capacité et les prérogatives de la technostructure Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur Dévic, pour merci à vous pour nous avoir fait l'exposé de vos convictions et de cette belle œuvre de la Fondation pour l'école. Merci. On espère que ça va continuer de bien fonctionner. Merci. Allez, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager largement autour de vous. Et si vous souhaitez poursuivre l'aventure et découvrir à quoi l'avenir de la France pourrait ressembler si nous agissions avec le réalisme de la philosophie politique traditionnelle, alors n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et pour soutenir mon travail, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. A bientôt.